Bonjour Kevin, j'espère que tu as passé une très bonne semaine et un très bon week-end. Voici donc la France contemporaine et nous allons parler des buts. Les buts de, ici c'est la page 80, les buts de l'Union européenne. Donc le but ultérieur de l'Union européenne est de réaliser entre les pays membres une union douanière, monétaire et sociale qui aurait des conséquences économiques ainsi qu'une union politique qui aurait des dimensions diplomatiques et militaires. Le traité de Maastricht, Pays-Bas, en 1991, a également prévu une juridiction européenne dans les domaines de l'environnement, des transports, des télécommunications, de l'énergie et de la recherche. Alors on commence avec la Convention Schengen en 1985. La Convention Schengen a été signée par 5 pays: la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Pour le Luxembourg, pour adopter le principe de la suppression des formalités de douane et de police pour les personnes circulant à l'intérieur de l'espace Schengen. Donc 1985. Cette union douanière a été réalisée en 1995. L'élimination des derniers obstacles douaniers est destinée à créer une Europe sans frontières. En 1997, le traité d'Amsterdam a intégré la Convention Schengen dans l'Union européenne, mais l'Irlande et le Royaume-Uni ont choisi de ne pas faire partie de l'espace Schengen. En revanche, 3 pays qui ne sont pas membres de l'Union, l'Islande, la Norvège et la Suisse, ont opté de faire partie de l'espace Schengen. C'est plus facile. Aujourd'hui, parmi les pays membres de l'Union, seuls l'Irlande, le Royaume-Uni, Chypre, encore une fois, on ne va pas dire le Chypre ou la Chypre, Chypre, la Roumanie et la Bulgarie ne font pas partie de l'espace Schengen. Cette suppression des barrières douanières a créé une zone de libre-échange, permettant la libre circulation des produits, des services et des citoyens entre les pays membres. Un tarif douanier commun a été fixé pour les importations venant d'autres pays non membres. Le résultat de cette union a été l'établissement d'un marché unique pour 340 millions d'Européens, un marché bien plus vaste que celui des États-Unis pour favoriser la croissance économique de l'Europe. L'union douanière facilite le passage aux frontières des ressortissants de l'Union européenne, mais qui n'ont plus besoin de passeport pour passer d'un pays à l'autre. L'union douanière implique donc une citoyenneté européenne qui a certaines dimensions politiques. Le citoyen européen a le droit de circuler, travailler, faire des études et résider dans tous les pays de l'Union. Le traité de Maastricht a donné le droit de vote et l'éligibilité. I have to sneeze time to time. I'm a bit sick, so you may hear me trying to fight the sneeze. It's not easy. So, l'éligibilité aux élections municipales et aux élections européennes, ou les élections européennes, à tout citoyen de l'Union résidant dans un pays membre. Le traité d'Amsterdam a précisé est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Ces nouveaux droits posent certaines questions relatives à l'identité nationale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce genre de citoyenneté européenne? En fait, euh, ce qui est important, c'est que en tant que Française, j'ai le droit de travailler en Allemagne ou en Espagne ou en Italie, en Allemagne, etc. Donc, je n'ai pas de problème pour, avec le visa, avec le fait que je suis française, j'appartiens à un autre pays. Donc, facilité d'études, je peux m'enregistrer à n'importe quelle université. Je pense que les citoyens américains, c'est la même chose, hein. Je pense que pour les citoyens américains, c'est la même chose.
disons qu'il y a moins d'obstacles en tant que résident européen ou citoyen européen. Je ne réside pas en Europe. Donc, je pense que c'est intéressant. Maintenant, concernant l'union monétaire, ça s'est passé 1 an avant que je parte aux États-Unis. J'ai vu la transition. C'était ça a été quelque chose de bizarre parce que les gens allaient au supermarché avec leur calculatrice et ils faisaient beaucoup de conversions pour voir si les prix n'avaient pas augmenté. Et en fait, oui, les prix avaient augmenté et certains prix étaient restés les mêmes, mais c'est vrai que en France, quand on paye ses factures, on peut encore voir l'équivalent en francs français. C'est intéressant de voir cela. Et, mais bon, 2002. Donc ici, je vais lire, je vais voir un peu. Donc on va essayer de passer, on va essayer de, enfin je vais essayer de lire le paragraphe 2, 3, 4, 4, voilà. Donc l'union monétaire s'est réalisée en 2002 dans les pays de la zone euro. La création du système monétaire européen en 1979 avait pour but de réduire les fluctuations entre les cours des diverses monnaies des pays membres. Mais, oui et non, hein. Moi, je me souviens que la lire italienne, c'était une catastrophe. La valeur de la lire italienne était une vraie catastrophe. Et je pense que l'Union européenne a permis en effet de stabiliser beaucoup de devises, de monnaies européennes pour l'avantage des pays. Ok. Euh, je pense que sans l'Europe, l'Italie aurait sombré dans une faillite beaucoup plus rapidement et beaucoup plus profondément. Voilà. Bon, merci la corruption en Italie, parce que ça existe. Euh, Mon père est sicilien. Ma mère, euh, Ma mère est française, mais mes parents ont vécu en Italie toute leur vie. Moi, j'ai fait mes études en France et mon père m'a toujours. J'ai vécu en fait avec mes grands-parents parce que mon père m'a toujours dit, moi, je travaille en Italie, mais je ne veux pas que tu ailles dans une école italienne ou travailler en Italie parce que c'est la misère. Enfin, la misère, c'est ce qu'il disait, hein, et tu n'as pas de futur ici. Voilà. Donc moi, enfin, mes parents ont décidé que euh, j'étudie en France et que je vive avec mes grands-parents. Donc je visitais mes parents euh, en été pendant 2 mois et parfois pendant les vacances de Pâques, les vacances de Noël. Donc j'ai eu cette culture italienne à mi-temps, on va dire, et j'ai vu la corruption, j'ai vu que l'économie n'était pas très forte. La corruption, je l'ai vue à différents niveaux. On parle de, non pas de douaniers, mais de policiers, les carabinieri, qui sont un peu les gendarmes français. Eux, ils sont bien, mais la police locale peut être corrompue. Euh, je me souviens que ma mère m'envoyait des colis depuis l'Italie. Les colis étaient perdus, on volait le contenu, c'était une catastrophe. Et disons que mes parents vivaient dans la provincia di Viterbo. Et c'est une petite province où il y a des petites villes. Peut-être que c'est aussi la mentalité villageoise. Qui sait, who knows. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu certaines choses. J'ai vu des choses extraordinaires, des choses très très belles. Et j'ai vu des choses un peu moins belles. Voilà. Donc, pour l'histoire, j'ai fait mes études en France pour éviter de subir une économie italienne catastrophique. Voilà. Donc pour en revenir, euh, ce que je vais relire ici, avait pour but de réduire les fluctuations entre les cours des diverses monnaies des pays membres. Le sommet de Maastricht a prévu une monnaie unique pour toute l'Europe, l'euro qui remplacerait les monnaies nationales avant l'an 2000.
Ces accords sur une monnaie unique ont dû être ratifiés par les parlements nationaux des pays membres et il y avait une grande résistance à cette notion dans certains pays, y compris la France. Il y a eu beaucoup de résistance. Pour passer à l'union monétaire, il a fallu que les pays membres coordonnent leur politique économique et monétaire et réduisent leur déficit budgétaire. Uhum. En 1999, 11 pays membres ont adopté l'euro comme monnaie unique. La Grèce a été admise à la zone euro en 2001. Le 1er janvier 2002, les euros ont fait leur apparition en France, en billets et en pièces, à côté des francs français. En quelques mois, les euros ont remplacé les monnaies nationales dans les 12 États de la zone euro. Une monnaie unique présente certains avantages. L'euro facilite la comparaison et l'harmonisation des prix des pays européens et permet l'élimination des taux de change entre les pays européens. Aujourd'hui, l'euro est la monnaie unique de 15 des pays membres. Ok. C'est vrai qu'il y a des facilités. Les conversions entre la livre sterling, la lire italienne, c'était horrible avant. Ok. Je me souviens que quand on voulait changer des lires en francs français et vice-versa, on allait à la Banque de France et on ne payait aucune commission. C'était gratuit. Maintenant, ce n'est plus gratuit. Voilà. Rien n'est gratuit. Plus rien n'est gratuit. Le but de l'union sociale est de rapprocher les politiques sociales des pays membres, de rendre uniformes les conditions de travail et les droits à la protection sociale et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'idéal serait que les travailleurs belges, portugais ou allemands, par exemple, aient tous les mêmes conditions de travail, tandis que les mères de famille espagnoles, danoises ou italiennes auraient toutes droit aux mêmes allocations familiales, et ainsi de suite. L'Union envisage aussi de mettre en place des mesures communes et uniformes pour la protection de l'environnement et une politique énergétique. À Maastricht, le Royaume-Uni a choisi de ne pas adopter les mesures de politique sociale. Le traité d'Amsterdam a renforcé le respect des droits fondamentaux, imposant des sanctions sur un pays membre qui violerait les droits fondamentaux de ses citoyens. Le principe de non-discrimination vis-à-vis de la nationalité a été étendu au sexe, à la race, à la religion, à l'âge et à l'orientation sexuelle. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui n'obtiennent pas justice avec les tribunaux français et il arrive que, eh bien, pour ultime recours, ces gens aillent au tribunal européen des droits de l'homme et ça arrive très très souvent. Donc, en France, les juges, les juges français ne respectent pas énormément les droits de l'homme, il faut le savoir. Ce n'est pas aussi extrême que, par exemple, en Turquie ou en Syrie, ou etc. Mais on a, au niveau intellectuel, au niveau moral, c'est vrai qu'on a quand même des discriminations. Et les juges français ont horreur des recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont horreur de ça. Donc c'est vrai que parfois, ça peut être une bonne influence pour influencer un mauvais jugement. Voilà. Donc ici, l'union politique va peut-être poser les plus grands obstacles à l'Europe parce que c'est elle qui remet surtout en question la notion de la souveraineté nationale de chaque pays membre. L'union politique concernera les relations extérieures avec les autres pays, une diplomatie commune, et l'intégration des forces militaires, une défense commune. C'est vrai que pour se représenter, par exemple, vis-à-vis, par exemple, si on veut on n'aura pas des différents pays, différents présidents qui vont négocier avec la Chine, les États-Unis, etc. Donc on a un représentant européen, voilà, c'est plus facile. Et comment dire, et on a vu que le représentant européen change pour faciliter, pour éviter l'absolutisme politique. Voilà. Donc ici, donc la souveraineté nationale, c'est vrai que ça a posé des problèmes en France, hein, notamment.
Et donc on veut faciliter, simplifier les relations extérieures avec les autres pays. Ok. Et aussi pour une armée, voilà, non pas forcément une armée française ou une armée italienne, mais une armée européenne, voilà, qui est composée de différentes nationalités. Bref, elle va exiger que les pays membres acceptent une sorte de gouvernement fédéral et supranational et qu'ils sacrifient une bonne partie de leur souveraineté. L'Union a déjà conclu de nombreux accords avec d'autres pays, y compris les États-Unis, et certains pays en voie de développement. Mais les pays membres sont loin d'être d'accord lorsqu'il s'agit de construire une union militaire. Cette dernière question est rendue plus compliquée par la présence de l'OTAN, NATO, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à laquelle participent les États-Unis et le Canada. Un désaccord s'est, c'est la dernière partie, manifesté en 1991 quand l'Allemagne a refusé sa participation militaire aux pays alliés lors de la première guerre du Golfe Persique. Au cours des années 90, pendant les guerres en Bosnie et au Kosovo, c'était horrible. C'est même quelque chose que je n'ai même pas envie de lire ou de voir. C'est quelque chose de horrible. Je pense que c'était une guerre catastrophique qui s'est passée en Europe. Et comment dire, c'était une horreur. Et il y a beaucoup de choses euh, il y a beaucoup de choses que l'on a oubliées, mais c'est vrai que c'est s'est passé en Europe dans les années 90. C'est horrible, hein. Et c'était une guerre catastrophique. Et quand j'ai dû étudier cela à l'école, euh, j'étais encore petite, mais bon, c'est vrai que mes grands-parents lisaient les actualités, regardaient les actualités. C'est vrai que on pouvait voir certaines choses un peu dégueulasses, il faut le dire. Voilà. Et tout ça pour des problèmes religieux. Voilà. Enfin bref. Et ça m'a toujours choqué de savoir qu'on a eu une guerre si intense en Europe. Voilà, c'est quelque chose de choquant, surtout quand euh, on a en France, pas, je ne l'ai pas connu personnellement, mais dans ma famille on a connu la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que ça, ça choque. Voilà, je suis choquée encore. Donc ici, d'autres pensent qu'un système fédéral serait impossible en Europe parce que la... Attends, je reviens parce que je crois que j'ai oublié certaines phrases. Euh, les guerres, ça m'a choqué. Enfin, Bosnie au Kosovo, l'Europe s'est montrée incapable de parler d'une seule voix. Et c'est vrai. En 2003, la guerre en Irak, non c'est faux ça, en Irak, a divisé plus que jamais les pays de l'Union. L'Espagne et le Royaume-Uni ont soutenu la guerre, tandis que la France et l'Allemagne s'y sont opposées. Je pense que la France a été beaucoup plus... euh, on a fait beaucoup plus attention à ce que Jacques Chirac avait dit sur la guerre en Irak et à son refus d'y aller que l'Allemagne. On s'était concentré sur la France et non l'Allemagne. L'opinion publique en Europe reste très divisée en ce qui concerne une véritable union politique. Certains préconisent l'adoption d'un système fédéral et la réalisation d'une politique étrangère commune, ainsi que d'une défense commune. D'autres pensent qu'un système fédéral serait impossible en Europe parce que la plupart des pays membres refusent d'abandonner leur indépendance et leur souveraineté. Pardon. Le Royaume-Uni, par exemple, voit l'Europe simplement comme une zone de libre-échange et rien de plus. La majorité des Allemands et des Français, bien que favorables à la construction européenne, restent encore hésitants face à la notion d'une Europe fédérale. Okay. On verra aussi le passage de l'euro en France. Je reviens, je te remercie encore pour le MP3 que tu m'as envoyé via iTunes. Le problème, c'est que je n'arrête pas de recevoir des messages d'erreur. I kept receiving error messages, you know, when to redeem this stuff. I just cannot get it. I don't know why. Maybe I should just create a new account. And so I found it here. It's on YouTube. It's beautiful. It's really beautiful.
Un petit passage. Vraiment, le son du violon est très extraordinaire. Un son très, très ancien. Je ne sais pas quel genre de violon elle a, mais c'est magnifique. Ce n'est pas un son qui est nouveau, qui est volatile. C'est un son qui est très, très ancien, on va dire très, un peu rustique. Voilà. Et là, et là c'est incroyable de voir ces musiciens qui sont tellement passionnés par leur art, par leur craft. Euh, on ne le dit pas en français, le craft. Euh, par par leur art, voilà, leur expression, leur manière de parler, de sentir, de s'exprimer. Et je pense que c'est quand même dommage de voir euh, des pop stars avoir tellement d'importance, tellement d'argent, tellement d'attention. Je suis désolée, mais quand je vois certaines personnes crier ou devenir hystériques quand elles voient Justin Bieber, j'ai vraiment peur pour cette génération. Vraiment, vraiment, j'ai vraiment, ça me rend triste. Voilà. Mais bon, j'apprécie vraiment. Merci encore. Je vais essayer de créer un nouveau compte pour recevoir ton fichier audio. Ok. Mais encore merci. Merci beaucoup. Donc, la France contemporaine. Donc, on a Grise Potti qui interprète Emmanuel. Donc, mon nom à moi, c'est comme Emmanuel, mais ça, c'est la version masculine. Et moi, c'est avec les deux L, E. Voilà. Euh, en hébreu, Emmanuel signifie God is with us, Dieu est avec nous. Voilà, c'est intéressant. J'ai été au catéchisme et j'ai dû apprendre beaucoup de choses. J'ai oublié beaucoup de choses, mais j'ai dû apprendre aussi beaucoup de choses. Ok. Nous avions parlé de l'Angleterre et de sa position vis-à-vis de l'Europe. L'Angleterre n'a jamais voulu vraiment s'intégrer dans l'espace Schengen, accepter la monnaie unique. Donc il y a eu un côté indépendant depuis le début, un côté réactionnaire de l'Union euh, du Royaume-Uni, pardon, et ce qui a créé beaucoup de problèmes avec les Français. Et les Français ont toujours considéré l'Angleterre comme quelqu'un qui ne participe pas au jeu. Voilà. On fait partie, mais pas complètement. Ça a toujours été comme ça. On avait parlé beaucoup de Frexit. Je ne pense pas que ça va se passer avec Emmanuel Macron, loin de là. Je sais que l'Europe a aidé beaucoup euh, de pays pauvres, voilà, et les pays d'Europe de l'Est qui avaient une économie plus ou moins non existante et qui, lorsqu'ils ont fait partie de l'Europe, ils ont commencé à grossir, à améliorer un peu leur économie. C'était quand même assez bénéfique pour ces pays. Euh, Faire partie de l'Union européenne, eh bien, ça permet à certains pays d'éviter la faillite, ok, d'éviter des problèmes financiers. On avait parlé de l'Italie, très bon exemple, et aussi de la Grèce, qui a fait partie de l'Union européenne sans avoir vraiment une économie très, très forte. Euh, Est-ce que tu penses que l'Union européenne était une réussite? Ça aurait pu être, ça aurait pu être une réussite si nous n'avions pas eu autant de corruption parmi les parlementaires européens. Euh, on a, on a beaucoup de corruption au au niveau financier avec les parlementaires qui détournent de l'argent, comment dire, qui utilisent l'argent du Parlement européen pour des dépenses fictives. Ok.
Donc il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ok. Et pour gérer l'économie européenne, je pense qu'il faut plus de... Il faut vérifier où va l'argent, comment est obtenu l'argent. Il faut vérifier les budgets de manière plus en détail. Ok. Et il faut suivre l'argent. Voilà. Donc ça demande beaucoup de travail et je ne pense pas que certaines personnes veuillent vraiment faire ce genre d'effort. Ok. Donc il y a beaucoup de corruption, beaucoup de problèmes financiers. Il y avait un homme politique, je ne me souviens plus de son nom, qui avait dit euh, la corruption, ça fait partie de la nature humaine. I disagree. Corruption is part of human nature. It was like an African diplomat. His son killed a guy. I forgot his name, but the whole family was corrupted, and they say, "Oh, it's normal corruption." Well, you're based in corruption since forever, so for you, but it's not necessarily normal for other people. But anyway, and he was an European, not yeah, he was no, he was not an European diplomat. He was an African diplomat, but he was dealing with the European Union on concerning different matters. So yeah, he was in Europe a lot, but I forgot his name. Donc suivre l'argent. Nous avions parlé en fait du gérondif, ok. Donc je vais essayer de réouvrir. C'est ici, je vais ouvrir. Ah là, c'est là. La page, c'était la page quoi? La page 158, qui doit être la page 160. Voilà. Alors le gérondif, c'est un verbe qui se termine avec ant. Et en fait, on a la préposition, on a en plus verbe plus ant. Ok. Donc, on ajoute ant au radical de la première personne du pluriel du présent. Nous lisons en lisant. Nous mangeons en mangeant. Nous buvons en buvant. Nous faisons en faisant. Attention, la prononciation. Faisons, faisant. En étant, en ayant, en sachant, savoir. Mais on l'utilise quand on a deux actions simultanées. Okay, simultanéité de deux actions réalisées par le même sujet. Il travaille en chantant, il lit en marchant. Co-circonstance, alors comment on fait quelque chose, comment on fait une action. Il a fait fortune en jouant, je suis tombé en skiant, ça c'est un très bon exemple. Si, condition, en cherchant on trouve, en signant vous acceptez. On utilise le gérondif avec tout pour insister sur la simultanéité, pour exprimer une opposition. Alors la simultanéité, il travaille tout en écoutant la radio. Okay. Il est malheureux tout en étant très riche. So, money doesn't buy everything, so he's still sad while being very rich. Okay. Ça, c'est une opposition. Et attention, au participe présent, on a le verbe plus ant. On n'utilisera pas en. D'accord? Alors, à l'écrit, il remplace souvent qui plus un verbe. Les personnes ayant plus de 18 ans peuvent voter, ou les personnes qui ont plus de 18 ans peuvent voter. Distinguer, je pense à Max en dansant le tango, ou je pense à Max dansant le tango. Donc, je danse le tango, je pense à Max, et je pense à Max qui danse le tango. Voilà. Bon, pour revenir à la transcription, voilà, donc ça c'était le vendredi. Nous avions... Ah oui, je t'avais envoyé des fichiers. Je pense que je peux les réouvrir ici, je vais voir. Je les ai quelque part sur mon ordinateur. Je les ai quelque part, ça s'ouvre. Je vais essayer de voir si je peux réouvrir. Je pense que c'est là, je ne suis pas sûre. Petite seconde. Donc voilà, les temps d'un récit au passé,
Nous avons ah non, ce n'était pas celui-là, c'était l'origine, des mots. Ça aussi, c'est passionnant, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très, très intéressant, en fait. Je vais voir si je peux réouvrir, je pense que c'est celui-là. Voilà, l'origine des mots. Alors, je vais agrandir parce que je ne vois absolument rien. Les mots de la langue française ont des origines, les étymologies différentes. Le fond primitif, il est constitué du celtique, du francique, un patois, pas un patois, mais la langue qui était parlée par les Francs, mais surtout du latin populaire. Les mots issus de ce fond primitif ont évolué jusqu'au français moderne. Poche vient du francique poca, cheval vient du latin caballum. Les emprunts au fil des siècles à des langues étrangères. Le latin et le grec classique, parallèlement à l'évolution naturelle du latin populaire, on a directement emprunté à la langue latine ou grecque certains termes ou certains éléments. Une hécatombe, qui désigne le massacre d'un grand nombre d'hommes, vient du grec hécatombe, qui signifiait sacrifice de 100 bœufs. 100 bœufs, pardon. Quand c'est au pluriel, on dit un bœuf, des bœufs. L'anglais, l'allemand, l'italien, l'arabe, le russe, un beefsteak ou un beefsteak. Tu peux entendre les Français dire beefsteak. Ok, beefsteak. C'est totalement faux, mais bon. Donc beefsteak ou beefsteak est un mot d'origine anglaise, beef, boeuf, et steak, tranche. Trouver le sens d'un mot à partir de son origine. Connaître les emprunts et surtout le sens d'un certain nombre d'éléments grecs ou latins entrant dans la formation des mots. Voici 3 mots. Un misanthrope, un philanthrope, un philosophe. Alors, misain signifie haïr, anthropos, homme, philein, aimer, sophia, sagesse. Donc on peut déduire facilement le sens des mots. Misanthrope, misain, haïr, anthrope, homme, celui qui hait les hommes, le genre humain. Philein, aimer, anthrope, homme, celui qui aime les hommes, le genre humain. Philo, sagesse, Zoph, Sophia c'est la sagesse, pardon. Philein, aimer la sagesse, qui aime la sagesse. Ensuite, on a également cinémathèque. Il faut que je vois si je peux changer. Voilà, c'est mieux. On a cinéma et tech. Pense au mot bibliothèque. Voilà. C'est là où on a un lieu de dépôt de livres ou un lieu de dépôt pour les films. D'accord ? Ensuite, on avait fait un petit exercice, je crois. Je reviens là. Hop. Voilà. Donc, je vais zoomer. Un peu plus grand. Voilà. Essayer d'ouvrir un petit peu. Voilà. Et nous avions donc ce petit texte. L'archéologue, directeur de l'expédition, on ne va pas dire, on dit l'architecte, l'archéologue, non, l'archéologue, directeur de l'expédition, avait une rude tâche à accomplir. Il devait d'abord éviter tout heurt, entre le zoologue, M. Moore, et le géologue, M. Dupont, qui ne faisait aucun effort pour cacher son anglophobie. Dernièrement, une dispute avait eu lieu au sujet de la graphologie. M. Moore prétendait que celle-ci ne méritait pas le nom de science, alors que M. Dupont soutenait qu'un célèbre biographe de Napoléon, cet ennemi juré des Anglais, s'était appuyé sur l'écriture de ce dernier pour comprendre son caractère. M. Moore, qui possédait un grand nombre de livres, répliqua qu'il connaissait cet ouvrage, mais qu'il n'y avait rien trouvé de semblable. M. Dupont insinua alors qu'être bibliophile ne suffisait pas. Encore fallait-il savoir lire. Donc l'archéologue, pardon, je n'arrête pas de penser à architecte maintenant, archéo, ancien, ok, logo, science, discours, donc la science de l'ancien. Zoologue, encore, logo, la science de l'animal ou des animaux. Géologue, la science de la terre. Okay, attention, géographie, c'est pas la même chose.
anglophobie, donc la phobie, phobia, phobe, qui déteste les Anglais, ok, ou la culture anglaise, ou la langue, voilà. La graphologie, ok, donc la science de l'écriture, donc les Grecs pensaient que c'était une science, voilà. Ensuite, un biographe, bio-vie, graphe, écriture de la vie, ok. Et bibliophile, euh, phile qui aime les livres, d'accord. Donc je reviens à la transcription. Donc c'est ce que je viens d'expliquer ici, ok. Est-ce que la graphologie est une science? Non. On avait parlé aussi des livres que l'on peut acheter en France. Si la prochaine fois tu vas en France et tu souhaites envoyer des livres aux États-Unis, tu peux utiliser ce qu'on appelle Colissimo. Je pense que c'est 7 kilos maximum. Et c'est quelques euros. Certains disent que c'est cher, mais je pense que ça vaut la peine. It's worth it. Ça vaut la peine. Et je pense que c'est utile, surtout quand on veut, quand on adore les livres. Donc, moi, j'ai une passion pour les livres. Je pense que c'est une dépendance. J'ai des livres en anglais, des livres en français, des livres en italien, des livres en espagnol, des livres en allemand. Euh, c'est marrant, c'est quand on commence à collectionner euh, certains livres dans différentes langues. Par exemple, j'ai euh, j'ai certains livres de Socrate en anglais, en français, en espagnol, en allemand. C'est assez intéressant. Voilà. Donc ça permet au cerveau de travailler constamment. Voilà. Nous avions donc fait le gérondif, d'accord. Nous avions parlé des chanteurs français que tu apprécies. Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Gainsbourg, Mylène Farmer. Gainsbourg était un génie qui n'était pas très bien connu en France. Certains disaient qu'il était vulgaire. Je pense que certaines de ses chansons étaient très très bien. Jacques Brel, Roanne Leroy, tu m'avais dit que elle avait une formation classique. Charles Aznavour, Georges Brassens, Barbara, etc. Léo Ferré, bon, Vanessa Paradis, hein. Dalida, très belle femme qui s'est suicidée, on ne sait pas pourquoi. Sylvie Vartan. On a aussi Michel Polnareff qui n'a l'air de rien du tout. Son style vestimentaire et même sa coupe de cheveux est un peu ridicule. Il a toujours eu des lunettes de soleil avec la monture blanche et considéré comme un artiste respectable. Bon, je pense qu'il est vieux maintenant et les nouvelles générations s'en fichent un peu. Voilà. Ça tourne un peu en rond, hein, la musique pop française. Je peux te dire qu'il y a certains artistes, je me dis pourquoi ils n'ont aucune voix, aucune personnalité. Donc c'est assez dommage. C'est un peu la même chose. C'est aussi trop calculé, voilà, c'est que du business. Le contenu est faible, mais les apparences sont plus importantes. Il y a tellement de chanteurs et chanteuses qu'on vole la voix pour la donner à des chanteurs, enfin des, des, des femmes et des hommes qui, euh, qui sont beaux, mais qui n'ont aucune voix. Voilà, ça c'est très commun dans le système, dans le showbiz. Les apparences sont importantes, tu danses, etc., etc. Est-ce que je danse? Non. Je peux faire l'effort, mais absolument pas. Mon mari aime danser, mais je n'aime pas. Je peux faire l'effort vraiment, mais c'est vraiment pas mon truc. Euh, Mon truc, c'est de lire, mais de pas danser. Non, j'aime nager. C'est pour moi une autre danse, un autre type de danse. J'ai commencé la natation quand j'avais 4 ans et demi et j'ai arrêté quand j'avais 17 ans. Et quand je vais à la piscine, je ne perds rien. C'est pour moi, je suis comme un poisson dans l'eau. J'adore ça. Astrid Gilberto ou Astrid Gilberto, ok. Donc tu as une, comment dire, une culture musicale très hétéroclite, très très diversifiée,
et tu aimes l'authenticité, comme on avait vu ici euh, avec cette vidéo. L'authenticité, voilà, et non pas l'authenticité plastique à la version Lady Gaga. Voilà. Tu passes une très bonne soirée, il est 9h01. J'espère que tu auras le temps de regarder cette vidéo qui dure 40 minutes. Voilà. À très bientôt, à vendredi, Kevin, et passe un très bon mercredi et un très bon jeudi. Bonne nuit et à bientôt.